faudrait qu'il y ait déjà une bonne justice. Parce que M. Alzer l'a si bien dit, la justice est la clé. Un système judiciaire actif favorise déjà la prévention, la crédibilité institutionnelle et la lutte durable contre l'impunité financière. À date, donc on va dire 21 février 2026, donc l'UCREF aura 25 ans, un quart de siècle. Un quart de siècle, on va dire que l'UCREF a beau produire des rapports d'enquête et ce qui a été acheminé vers le parquet. Vous qui êtes dans la salle, donc vous pouvez savoir exactement, vous demander, mais combien y a-t-il de sanctions? Combien de personnes ont été sanctionnées? Est-ce que cela veut dire que les rapports d'enquête de l'UCREF n'ont pas été pris en considération? Est-ce que cela veut dire que les rapports d'enquête de l'UCREF ne sont pas à la hauteur? Des questions s'imposent. Comme l'heure nous fait défaut, donc je dois avancer beaucoup plus rapide pour vous dire que, à date, pour pouvoir résoudre le problème et ce problème de recouvrement des avoirs, il faut qu'il y ait des solutions rapides. Et l'un des problèmes qu'on a actuellement, c'est surtout la lenteur des procédures judiciaires. Donc, il y a un problème majeur qui doit être résolu. Aujourd'hui même, on se retrouve dans une situation beaucoup plus difficile quand il s'agit de la justice. Mais également, il y a un problème de coordination entre les institutions. Bien que récemment, donc, il y a eu cette création de task force anticorruption interinstitutionnelle. Donc, je salue déjà la présence des différents directeurs généraux des différentes institutions dans la salle. Donc, où 5 institutions ont décidé de se mettre ensemble pour travailler ensemble pour mener des enquêtes conjointes. Donc, sur ce, déjà, je fais appel à la CONAL déjà si c'est important pour lui de rejoindre la task force anticorruption. Parce que là, cette lutte, on doit le mener ensemble et ceci dans la bonne direction. Mais également, il y a des problèmes de difficulté d'accès d'informations en temps réel. Certaines fois, on se retrouve dans une situation où, peut-être, je dis n'importe quoi, un exemple quelconque, l'ULCC a besoin d'une information de l'UCREF, mais malheureusement, problème du fait qu'aucun document n'a été digitalisé, donc ça prend du temps. Et pourtant que l'ULCC a besoin de cette information dans l'immédiat pour produire ses rapports. Et que qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être qu'il doit s'en passer, ou peut-être qu'il doit aller directement voir l'instance qui peut lui donner directement l'information. Et ça c'est un problème, peut-être que l'administration publique doit être digitalisée. Mais en passant de cela, on peut dire qu'il peut y avoir aussi d'autres solutions, et ceci pour le recouvrement des avoirs. Ce décret du 30 avril 2023, en son article 132, crée l'institution que Maître Adia vient tout juste de parler. Il s'agit bien du BICAS, le Bureau de gestion des avoirs saisis et confisqués. C'est vrai que cette institution, en quelque sorte, a été créée, mais il n'est pas encore opérationnel. Mais on attend à ce que cette institution soit opérationnelle pour qu'il puisse effectuer exactement ses tâches et ses missions. Donc, déjà, force de constater que le recouvrement des avoirs criminels constitue un pilier stratégique de la lutte contre la criminalité organisée. L'UCREF, en tant que vigie financière de la République, se tient résolument engagé dans cette mission, avec rigueur, indépendance et professionnalisme. Nous disons à tous et à toutes, ainsi qu'à la CONALD, nous devons continuer à conjuguer nos efforts pour bâtir une chaîne nationale forte, cohérente et efficace, capable non seulement de détecter les flux financiers illicites, mais aussi de récupérer les ressources volées à la collectivité. En vous remerciant pour votre attention, je vous invite à renforcer les passerelles de nos institutions, car seule une synergie durable telle que la Task Force anticorruption, à travers l'UCREF, l'ULCC, le BAF de la PNH, la CNMP, l'IGF, pourrait aider Haïti réellement à combattre contre ces fléaux. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci, M. Boisguené. Très bonne intervention.
On aimerait seulement ajouter, et on ne pourra pas faire une bataille acharnée, on ne pourra pas faire les recouvrements illicites sans qu'il n'y ait de magistrats spécialisés bien formés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de pôle judiciaire, la création de pôle judiciaire. Donc je pense que c'est bienvenu. Il faut qu'il y ait des juridictions spécialisées qui soient capables d'entamer ces procédures. Le tribunal de droit commun, tel qu'il est établi aujourd'hui, ne permet pas d'atterrir convenablement dans une telle bataille. Nous autres, à la CONAL, lorsque nous faisons la consolidation, nous avons toutes les peines du monde. Nous avons toutes les peines du monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est très, très, très important qu'il y ait des juges spécialisés capables d'intervenir en ce sens. Moi, je suis amplement d'accord avec vous parce que, vous savez, on a salué déjà la création de ce pôle. Comme je l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, l'UCREF, bientôt 25 ans d'existence, 0 condamnation, vous comprenez? Donc, c'est la sous-estime déjà le rapport d'enquête des différentes institutions supérieures de contrôle. Je ne parle pas uniquement pour l'UCREF, je parle pour l'ULCC, l'IGF et tant d'autres. On est plus chanceux que vous. On a déjà 2 sur 6 rapports. On a seulement 2. On est plus chanceux que vous. Et le problème est partout, d'accord? Le problème est partout. Nous allons permettre à M. Jacques Issé-Pierre de faire son intervention. Et je ne sais pas, après la 3e intervention, on aura l'opportunité d'échanger un petit peu pour faire jaillir la lumière. Mais Jacques Issé-Pierre, vous avez la parole. Merci confrère. Donc je salue le public. Et alors moi-même, mon intervention va être une intervention plus pratique. Pourquoi je dis plus pratique? Parce que dans le cadre des saisies, des confiscations, il y a une structure au niveau de la CONAL qui gère cette histoire, c'est le BAFOS. Et le représentant de l'ONUDC vient de parler de l'existence de cette structure. Donc nous autres, chaque jour, nous sommes au tribunal pour défendre les causes de l'État dans ces affaires de saisie et de confiscation. Qu'est-ce que nous disons nous autres? Qu'est-ce que nous vivons nous autres au niveau des tribunaux? Alors d'ailleurs, il faut voir d'ailleurs les différentes institutions qui interviennent dans la chaîne. Dans la chaîne, il y a la GD, il y a l'UCREF, comme vient de dire le confrère, il y a la police judiciaire à travers le Bureau des affaires financières et économiques et le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS. Il y a également les juridictions d'instruction et de jugement. Il y a la CONAL à travers son unité, le BAFOS. Ce sont ces structures-là, ces institutions-là, qui interviennent dans la chaîne de saisie et de confiscation. Maintenant, l'administration générale des douanes fait son travail surtout à la sortie et à la rentrée des personnes. Voilà, à ce niveau-là, à la sortie et à la rentrée des personnes. Parce que là, maintenant, il y a les aéroports, il y a les points de frontières. Donc, c'est là que, s'il y a quelqu'un qui... D'ailleurs, le texte est clair. Le texte est clair, il dit que... Le texte est clair, c'est-à-dire toute personne, il a dit toute personne en provenance d'un État étranger qui entre sur le territoire national ou qui quitte celle-ci à destination d'un État étranger est tenu de remplir une déclaration d'espèce. Une déclaration de son espèce. Et c'est là, justement, interviennent quand l'administration générale de douane est tenue également de s'assurer que cette déclaration a été faite, a été bien faite. Faute de quoi? Elle est même autorisée, l'administration générale de douane, à retenir la personne pour non-déclaration ou fausse déclaration ou déclaration incomplète. Ça, c'est quand la personne se déplace ou rentre en Haïti avec de fausses sommes d'argent et cette personne doit devoir faire une déclaration. Maintenant, il a dit que, oui, et à ce moment-là, si la personne, si la non-déclaration, la fausse déclaration, il y a déclaration incomplète, la DGI peut, l'administration générale des douanes peut retenir la personne et envoie le dossier à l'UCREF à ce moment-là, qui fait un travail, qui produit un rapport. Ce rapport est produit, on retourne et l'UCREF a un délai de 5 jours ouvrables pour produire ce rapport. Maintenant, l'UCREF envoie le rapport. Si dans le rapport, il est dit qu'il y a des indices de blanchiment et de corruption, à ce moment-là, on garde la personne. Donc, on remet la personne
et au BAF ou au BLTS, tout dépend. S'il s'agit de drogue, c'est le BLTS. S'il s'agit de blanchiment des avoirs, c'est le BAF. Donc c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, troisième procédure, troisième institution qui rentre dans la chaîne aussi, c'est la police. Bon, c'est clair, c'est la police. Les officiers de police judiciaire étant chargés de recueillir des preuves, de rechercher les acteurs des infractions et de les mettre à la disposition de la justice à travers les parquets de la République. Les parquets de la République et je pourrais dire que les parquets de la République jouent un rôle clé. Jouent un rôle clé dans la saisie et la confiscation. Et jusqu'à aujourd'hui, nous autres qui avons la responsabilité d'aller au tribunal, les parquets collaborent avec nous. Les parquets de la République collaborent jusqu'à présent avec nous. Maintenant, le rôle des commissaires du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, dans le cadre du recouvrement des avoirs, de la saisie et de la confiscation, comme je viens de dire, représente le pivot de cette procédure. D'ailleurs, le commissaire du gouvernement, par son pouvoir discrétionnaire, saisi d'un dossier de la police judiciaire, peut faire jouer le principe de l'opportunité des poursuites. Nous le savons tous ici, surtout les avocats. Et dans tous les cas de figure, le commissaire du gouvernement peut même faire requérir le service d'un juge de paix pour des mesures conservatoires jusqu'à la position des scellés ou la saisie, etc. Maintenant, tout à l'heure, l'ULCC a dit que pour faire une saisie, il faut absolument détenir un jugement. Parce que c'est confiscation. Confiscation, je dirais même confiscation. Il faut absolument détenir un jugement. Bon, je peux vous dire que, confrère, c'est vrai, mais de l'autre côté, le dernier texte qu'on a, le temps du 30 avril 2023, a permis de faire des confiscations sans nécessairement avoir un jugement. Et je vais vous lire. Lorsque les faits, c'est un article du décret qui dit ça, lorsque les faits de suspicion de blanchiment de capitaux ne peuvent donner lieu à des poursuites, le commissaire du gouvernement, dans ce cas, peut demander au doyen du tribunal de première instance ou tout autre juge par lui désigné que soit ordonnée la confiscation des biens saisis. Les biens ont été saisis, le dossier est venu au parquet, le commissaire du gouvernement, dans son pouvoir discrétionnaire, décide de libérer la personne. Mais les biens qui ont été saisis sont confisqués. Maintenant, sur une requête adressée au doyen, le doyen rend son ordonnance au pied d'une requête et ordonne la confiscation des biens. À ce moment-là, il n'y a pas de décision de justice véritablement. Et pourtant, la confiscation est faite. Toutefois, la personne qui se sent lésée peut quand même assigner le parquet. Peut assigner, généralement, c'est pourquoi je disais tantôt que nous autres, au niveau de la CONAL, on va presque chaque jour au tribunal. Quand ces gens de saisie ces confiscations sont réalisées, généralement, on vient chez nous. On envoie des correspondances, on envoie des sommations. Mais si rien n'est fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On assigne la CONAL à se présenter par devant les tribunaux. Oui. Il faut seulement mentionner pour le public que c'est l'absence même de la loi qui nous pousse tout le temps à nous rendre dans les ordonnances gracieuses, qui ne constitue pas vraiment une véritable garantie. On doit le dire aussi. On l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait deux pôles spécialisés avec des juridictions spécialisées laissez-moi pour qu'on puisse avancer beaucoup plus vite. Ok, merci pour votre intervention. Alors là maintenant, j'avance pour dire les autres acteurs de la chaîne également. Il y a les juges, les juges d'instruction et les juges de cour. Et c'est là vraiment, vous avez dit qu'il faudrait vraiment des magistrats spécialisés, des commissaires de gouvernement spécialisés. Parce que je monte un calvaire moi-même au tribunal. Donc, c'est pas toujours facile. Mais sauf que là, maintenant, le juge d'instruction, dans son travail, peut prescrire des mesures conservatoires. Bien sûr. Ça, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de doute. Et là encore, c'est tellement... Il y a la démocratie. Le juge d'instruction peut quand même ordonner la conservation des biens. Maintenant, la personne peut assigner, peut aller au tribunal. Le texte vous dit que la main levée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du commissaire du gouvernement, à la demande de l'administration compétente ou du propriétaire des biens saisis et confisqués. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais maintenant, là, intervient qu'en cas de condamnation, il y a ça aussi.
Non seulement il y a la possibilité de faire la confiscation avec une ordonnance de loyer, mais c'est vrai, il y a dans ce cas maintenant, quand le commissaire du gouvernement a saisi le juge d'instruction, le juge d'instruction a rendu son ordonnance. Généralement, le juge d'instruction a rendu son ordonnance et il peut y avoir appel de cette ordonnance, il peut y avoir même le pouvoir en cassation contre cette ordonnance. Maintenant, on revient encore aux premières instances pour le jugement. Maintenant, il y a une décision qui est rendue. Maintenant, cette décision est rendue, le juge peut rendre sa décision de condamnation et n'ordonne pas la confiscation. Mais comme ça, le juge peut aussi rendre sa décision et ordonne également la confiscation. Tout dépend du juge saisi. Parce que la loi ne lui fait pas obligation nécessairement, dès qu'il y ait condamnation, qu'il soit ordonné la confiscation. Parce que cette demande va être faite par le ministère public au tribunal. Bon, ça, c'est un petit manquement de mon point de vue. Mais quand même, c'est le cas. À noter, maintenant, quand la personne, c'est ce qui arrive. Par exemple, pour les cas des jugements rendus à l'étranger, il est permis d'exécuter ce jugement. C'est le texte qui le dit. Le texte permet d'exécuter les jugements. Vous imaginez quelqu'un qui a été jugé aux États-Unis d'Amérique pour drogue, la personne est jugée et il est plaidé coupable. Et puis un matin, il a fini de purger sa peine, il est revenu en Haïti, et puis il dit qu'on n'a pas le pouvoir et on ne peut pas procéder à la confiscation de son bien. À ce moment-là, il va au tribunal. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils utilisent d'autres personnes. Ils font le prête-nom. Et ils ne savent pas que c'est une infraction. Quand vous utilisez le déguisement, l'assimilation, le transfert de nom, c'est le blanchiment des avoirs. La personne court un risque d'être emprisonnée, mais elle ne pense pas qu'elle sera à tout moment emprisonnée. Tout à fait. Donc c'est là le problème. Donc je crois à ce niveau-là avoir tout dit, puisque je ne peux pas trop parler, mais toutefois, non, attendez, il y a un dernier acteur du système, c'est nous autres, c'est la CONAL, à travers le BAFOS. C'est vrai, à l'état actuel de notre législation, il n'y a que la CONAL, il faut le dire. Il n'y a que la CONAL à travers son unité, le bureau d'administration du fonds spécial BAFOS. Et tout à l'heure, monsieur Edisso a parlé de l'existence de BAFOS. Oui, et qui est chargé de la gestion des biens saisis et confisqués. Pour l'édification de plus d'un, il nous paraît utile de porter un éclairage sur le processus de la création de cette unité de la CONAL dénommée BAFOS, chargée de la gestion des biens saisis et confisqués provenant des produits de la drogue et d'autres infractions graves, corollaires et connexes à la drogue. Voyons les textes légaux. Se référant à l'article 101 de la loi du 7 août 2001, relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue, qui se dit comme suit, le montant des amendes et le produit de toute vente de biens, meubles et immeubles ayant appartenu aux condamnés sont versés dans le fonds spécial de lutte contre la drogue. Donc, il y a un fonds qui est créé, c'est le FSLD, le fonds. Tout ce qui a été créé est domicilié à la BRH. Il y a un compte créé à la BRH. Et il est dit également que 10% de ce montant doit aller à la Direction générale des impôts et les 90% à la CONALD. C'est comme ça se fait. Mais il est dit plus loin que les modalités d'opération et l'administration de ce fonds spécial seront établies par l'arrêté établissant les règlements de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Maintenant, on va à cet arrêté qui dit ceci, en son article 7. La CONAL administre le fonds de lutte contre la drogue et décide de l'affectation et de l'utilisation des biens meubles et immeubles qui y sont destinés. Remarquez bien, aujourd'hui, la CONAL gère plusieurs maisons, mais nous autres, nous permettons à plusieurs institutions de trouver des espaces. Donc, on fait de l'affectation à ces institutions. Par exemple, on a aujourd'hui certains cabinets d'instruction de Port-au-Prince qui sont hébergés chez nous, en frère. Il y a également le tribunal de première instance de Croix-des-Bouquets qui se trouve dans un espace qui est géré par la CONAL. Donc nous autres, au niveau de la CONAL, nous faisons une gestion saine et une bonne gestion des immeubles saisis et confisqués. Ça, nous pouvons le dire. C'est bien de le dire? Ok, c'est ça. Maintenant qu'en vertu de ce texte également, alors là, maintenant, nous parlons de la création du BAFOS. En vertu de ce texte-là, excusez-moi, et
en vertu de ces deux textes, plus haut cités, la Commission nationale recomposée, toujours avec le Premier ministre comme président, le ministre de la Justice qui assure la vice-présidence, les autres ministres membres de la Commission, le coordonnateur du bureau de coordination faisant office de secrétaire exécutif, s'était réuni, là je parle de la création du BAFOS, s'était réuni le 27 janvier 2009 en s'inspirant des articles 58, 61, 62 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, par résolution bien sûr, a créé cette unité, ou tout au moins cette entité dénommée Bureau d'administration des fonds spéciaux BAFOS, sous la direction bien sûr du coordonnateur de la CONAL. Maintenant, et avec la création, parce que les deux intervenants qui m'ont précédé, oui, je vais conclure, on parlait de l'existence de la création du BUGAST. Je pense qu'il est de bon ton de dire quelques mots, au moins de faire un éclairage sur ce point. Parce que là, maintenant, on est en train parce qu'il y a plein de questionnements qui se font. Parce que normalement, par exemple, tout à l'heure, on a entendu l'Africain qui parle lui-même, mais il a parlé du BAFOS. Heureusement, il reconnaît que le BAFOS fait un bon travail. Mais maintenant, j'ai essayé de faire une petite comparaison en termes de mission et de compétences. En termes de mission et de compétences. On dit que le BAFOS est une unité à titre de rappel qui a été créée par résolution le 27 janvier 2009 par le conseil de la commission de la CONAL, présidée d'alors par la première ministre, Mme Michèle Duvivier-Pierre-Louis, en conformité avec la loi du 7 août 2001 de l'arrêté du 22 décembre 2005, pour s'occuper fondamentalement de la gestion du Fonds spécial de la lutte contre la drogue et de la gestion des biens saisis et confisqués en lien avec les drogues et le blanchiment des avoirs. Le fonds est légalement alimenté par les amendes et de la condamnation pécuniaire. Vous avez parlé de ça. Recouvré par le commissaire du gouvernement. C'est là que je dis que le commissaire du gouvernement est le pivot de cette procédure. Le fonds est également alimenté par des produits de la vente des biens meubles et immeubles appartenus aux condamnés. Cela veut dire que le BAFOS peut faire de la vente aux enchères. Alors normalement, la CONAL peut faire de la vente aux enchères. Et les produits provenant des biens confisqués appartenant aux personnes dont les faits de suspicion de blanchiment des avoirs ne peuvent donner lieu aux poursuites pénales. C'est pourquoi je dis qu'on peut faire des confiscations sans avoir nécessairement un jugement. Par contre, le bureau de gestion des avoirs saisis et confisqués, le BUGASC, est créé par le décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti. Le BUGASC a le statut, comme a dit le confrère, statut d'organisme techniquement déconcentré. Il relève du ministère de la Justice, c'est bon. Il est administré et géré par un directeur général. Nous autres, nous avons compris le contexte dans lequel le BUGASC a été créé. Il serait, de notre avis, chargé de la gestion et de la conservation des fonds et biens saisis et confisqués en lien avec du gel de fonds et autres biens meubles et immeubles liés au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive et tiré, bien évidemment, de la liste des personnes et entités désignées par le comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça, c'est ce contexte-là, c'est de cette manière qu'on essaie d'analyser la création du BUGASC. Alors là, maintenant, on me demande de conclure. Maintenant, je dirais que c'est à bon droit que tous les biens généralement quelconques saisis et confisqués sont remis par le commissaire du gouvernement à la CONAL, à travers son unité dénommée BAFOS, pour toute gestion selon les procédures administratives prévues en la matière. Donc je crois avoir peut-être, je n'ai pas tout dit, parce que j'ai plein d'autres choses à dire, mais il y a la pression de mon frère qui m'empêche de continuer. Maintenant, je veux conclure avec un propos d'un ancien coordonnateur de la CONAL qui dit souvent que la CONAL, qui dit toujours, n'est pas une instance répressive, mais un organe de l'État chargé de coordonner et de mettre en application la politique nationale de lutte contre l'usage et le trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves en lien avec le blanchiment des avoirs dans le cadre d'une responsabilité partagée nationalement et mondialement.
tel est le regard de la CONAL sur le sujet à traiter aujourd'hui. Le Renault. Merci.